Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors moi j'ai la lourde tâche de parler d'attestation légale, donc je vais vous parler juste de notre pourquoi. Le quoi et le comment, c'est pas très important. Nous on est là chez Attestation Légale pour contribuer au bonheur à votre bonheur, les clients, et puis au bonheur de nos collaborateurs. Alors comment on fait ça avec des attestations URSSAF, des CABIS et des attestations d'assurance? Donc si vous êtes curieux, je vous invite à venir tout à l'heure à l'atelier, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà, et vous découvrirez comment, à partir de simples papiers, on rend les gens heureux dans leur travail. L'autre chose, c'est qu'Attestation Légale, c'est une communauté de personnes de 70 collaborateurs très engagés pour servir 17 000 clients. Donc, bientôt, je vais dépasser Sogelink, je suis ravi, puisque Sogelink est un modèle pour nous. Et pour en parler, et pour illustrer une des valeurs très fortes d'Attestation Légale, la confiance, j'ai demandé à 3 super collaboratrices d'ALG de préparer un petit film que je vais découvrir avec vous. Bonjour à tous. Oui, on va parler de relations humaines, de travail, de bonheur si possible. Je proposerais volontiers comme titre Sens du travail, bonheur et motivation. Sens du travail, bonheur et motivation, avec un sous-titre Philosophie du management. Alors j'entends bien qu'il n'y a pas que des managers ici, mais c'est la grosse majorité, m'a-t-on dit, environ les 2/3. Mais enfin, les autres, c'est dans une entreprise, on est soit manager, soit manager, soit assez souvent les deux à la fois. Donc le management, par définition, dans le monde du travail, c'est le problème de tout le monde. Mais je voudrais avoir une pensée particulière pour les managers, parce que vous, les managers, vous faites un métier vraiment difficile et pour lequel vous n'avez pas souvent été si bien formés. Parce qu'au fond, historiquement, ça commence à évoluer, mais beaucoup de nos managers sont d'anciens ingénieurs. Et comme ils étaient bons comme ingénieurs, on les a bombardés managers, comme si c'était le même métier. Mais ce n'est pas du tout le même métier. Un ingénieur, il travaille sur des objets, concrets ou abstraits, mais des objets. Un manager, il travaille sur des sujets, ou plutôt avec des sujets. Ce n'est pas du tout le même métier. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas votre dimension d'ingénieur, d'expert, de professionnel, ou de la plomberie ou d'autre chose. C'est votre dimension de manager. Et donc, disais-je, vous faites un métier particulièrement difficile parce que votre travail de manager, c'est exactement de faire travailler les autres. Eh bien, je vais vous dire, les autres, travailler, ils ne préféreraient pas. Alors, j'entends bien que tous, évidemment, préfèrent travailler dans votre entreprise plutôt qu'être chômeurs, bien sûr. Mais tous, ou presque tous, préféreraient être rentiers plutôt qu'avoir besoin de travailler dans votre entreprise pour gagner leur vie.
D'ailleurs, posez-vous la question de savoir quel pourcentage de vos collaborateurs continueraient à travailler chez vous s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen, comme il y a quelques années un pizzaiolo de Chambéry. Combien continueraient à travailler chez vous? Eh bien, la réponse, qui tendanciellement sera très proche de 0%. Peut-être moins pour les start-up, parce qu'il y a l'enthousiasme de la création, une bande de copains, les rapports intersubjectifs, interpersonnels, c'est très important. Mais l'avenir souhaitable d'une start-up, c'est de croître, de devenir une grande entreprise. Et j'ai vu plusieurs patrons, notamment je pense à un qui dirigeait une boîte qu'il avait créée de sécurité informatique, ancien polytechnicien, qui me disait ça a très bien marché jusqu'à ce qu'on soit 80. Il me dit depuis qu'on est 80, ça ne marche plus. Oui, parce qu'à 80, l'enthousiasme de la création s'étiole un peu, et là, il faut vraiment faire du management. Donc, quel pourcentage de vos collaborateurs continueraient à travailler chez vous s'ils avaient gagné 60 millions d'euros au loto européen? Ma réponse, en gros, c'est que tendanciellement, ce pourcentage sera très proche de 0%. Eh bien, ça nous dit quelque chose d'important. C'est que pour la quasi-totalité de vos collaborateurs et subordonnés, travailler dans votre entreprise, ça n'est pas d'abord une vocation, ça n'est pas d'abord un plaisir, c'est d'abord une contrainte. Et bien sûr, il est difficile de faire bien faire aux autres quelque chose qu'ils ne font que parce qu'ils sont contraints de le faire. Eh bien, cette difficulté-là, c'est exactement la difficulté du management, c'est la difficulté de votre métier. Alors bien sûr, ça a toujours été vrai que c'était un métier difficile que celui de faire travailler les autres. Vous savez, au fond, gardien d'esclaves, ça ne devait pas non plus être drôle tous les jours. Oui, mais manager, c'est quand même beaucoup plus difficile. Parce que justement, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des salariés. Autrement dit, le fouet fait défaut. C'est pour ça qu'on a inventé le management. Mais non seulement ça a toujours été un métier difficile que celui de faire travailler les autres, mais c'est encore plus difficile aujourd'hui. Dans cette civilisation des loisirs, comme on dit maintenant depuis quelques décennies, et encore plus dans la toute dernière période, à l'heure des 35 heures, les lois Aubry, à l'heure de la RTT, comme on dit, et au moment où les jeunes, spécialement, me disent souvent les chefs d'entreprise, les jeunes ont perdu le sens du travail. Bref, on a envie de vous dire, dure saison pour les managers. Votre travail, c'est de faire travailler les autres, pas de peau, les autres travailler, ils ne préféreraient pas. Parce que ce qu'ils cherchent, eux, d'ailleurs, fort légitimement, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. Manque de peau, ce que vous leur proposez, ce n'est pas du bonheur, c'est du boulot. Vous voyez, il semble qu'en quelque chose, il y ait mal donne dès le départ. Et c'est cette mal donne-là qu'un management bien conduit doit se donner pour but de lever. Mais d'ailleurs, à bien y réfléchir, l'entreprise qui les emploie, votre entreprise, ce n'est pas non plus le travail qu'elle cherche. Il faut vraiment avoir passé trop longtemps à l'ENA pour croire sérieusement que le but d'une entreprise, c'est de créer des emplois. Tartufferie qu'on appelle en France le patriotisme économique. Il suffit de s'intéresser d'un peu près à l'économie en général et à l'entreprise en particulier pour comprendre très vite que le but, là encore légitime, d'une entreprise, et sauf quelques exceptions qui existent, mais qui sont l'exception, mais que le but légitime et ordinaire d'une entreprise, ce n'est pas de créer des emplois, c'est de créer de la richesse, évidemment. Et là, n'ayons pas peur des grands mots, en économie capitaliste, or c'est la nôtre, en gros c'est la seule qui marche à peu près correctement, en économie capitaliste, créer de la richesse, ça s'appelle faire du profit. Et c'est bien sûr, vous n'en ferez par définition jamais trop. Comment faire reculer la pauvreté, sinon en créant de la richesse? Oui, mais alors là, ça devient intéressant. Parce que les salariés, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. L'entreprise, ce qu'elle cherche, ce n'est pas le travail, c'est le profit, la rentabilité. Autrement dit quoi? Autrement dit, personne, ni les salariés, ni l'entreprise, personne ne cherche le travail pour le travail. Ce qui débouche sur une question tout à fait intéressante. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés qui cherchent le bonheur, ni l'entreprise qui cherche le profit, personne ne cherche le travail pour le travail. Eh bien ça, c'est exactement le problème du management. Autrement dit, chers amis, c'est votre problème. Alors cela étant dit, je pourrais partir et vous laisser vous dépatouiller avec. Si je suis venu, bien sûr, c'est pour y réfléchir avec vous. Mais le cœur du problème est là.
Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés, ni l'entreprise, personne ne cherche le travail pour le travail? Alors, je n'ai pas le temps, dans l'heure qu'on m'a accordée, d'analyser en détail cette notion de sens, qui demanderait beaucoup plus de temps, mais une bonne façon de l'évoquer de la façon la plus concrète et la plus rapide, c'est de se poser la question suivante: qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs? Éventuellement, qu'est-ce qui fait courir vous-même? Qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs? Alors, est-ce qu'ils courent après le travail? Non, bien sûr, je le dis en commençant, travailler, la plupart, ils ne préféreraient pas. D'ailleurs, ils ont bien raison. Parce que le travail, d'évidence, ce n'est pas un but en soi, une fin en soi. Le travail, ce n'est qu'un moyen, bien sûr. Et le propre de tout moyen, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Est-ce que vos collaborateurs courent après la morale, la vertu, cette fameuse valeur travail dont on nous rebat les oreilles depuis des années? Évidemment non. Et là encore, pour une excellente raison, c'est que le travail n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande, bien sûr, c'est pour ça qu'on le paye. On ne vous paye pas pour être juste, aimant ou généreux, on vous paye pour travailler. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, il n'est pas écrit dans les évangiles « Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime ». C'est sensiblement différent. L'amour est une valeur morale, le travail n'en est pas une. On a le droit, que je sache, d'être chômeur, retraité, rentier ou en vacances. Et s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertu que de possibles pathologies. Alors, si vos collaborateurs ne courent pas après le travail, ils ne courent pas après la valeur morale du travail, est-ce qu'ils courent après l'argent? Ah bah oui, bien sûr, pour une part. C'est d'abord pour ça qu'ils travaillent. Oui, mais l'argent, comme me l'a dit un jour un chef d'entreprise, l'argent, me disait-il, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, me disait-il, ça rend motivable. Oui, il a raison, ça rend motivable. Si vous ne les payez pas, ils ne sont pas motivés, c'est clair, mais la question ne se posera plus. Mais l'argent, ça n'a jamais motivé personne. En tout cas, le salaire, le fixe. Ça peut être différent pour les primes, les parts variables. Mais pour ce qui est du salaire, ça n'a jamais motivé personne. Parce que celui qui, par hypothèse, ne travaillerait que pour le salaire, il n'a par définition aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Or, la motivation, ça commence justement quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. D'ailleurs, comme me l'a dit un jour un autre chef d'entreprise, il me disait « Oui, vous avez raison, bien sûr, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler, c'est clair. Cela dit, ajoutait-il, le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. » Et oui, il y a un marché du travail. Aucun d'entre vous ne payait très longtemps ses collaborateurs 20 ou 30% de plus que la concurrence. Donc, me disait ce patron, oui, c'est vrai, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager, si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. Qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs? Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la vertu, la valeur travail, ce n'est pas seulement l'argent. C'est surtout le bonheur. Ils courent après le bonheur. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait courir vos clients? Ça a été rappelé, le bonheur. Qu'est-ce qui fait courir vos actionnaires? Si actionnariat, qu'est-ce qui fait courir vous-même? Le bonheur. Nous courons tous après le bonheur. C'est ce que le romancier Stendhal appelait la chasse au bonheur. Stendhal écrit quelque part assez joliment « La chasse au bonheur est ouverte tous les matins ». Ce qui est très vrai, bien sûr, mais reste à voir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur
pour qu'elles soient à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Eh bien ça pose le problème de la motivation. Alors vous savez que ce mot de motivation, il a deux sens différents mais liés. Il y a ce que j'appelle la motivation objective, l'ensemble des motifs d'une action. Et il y a ce que j'appelle la motivation subjective, l'état psychologique qui est induit par ces motifs, au sens où on dit que tel individu est très motivé, tel autre très peu, quand bien même il poursuivrait les mêmes buts, il aurait les mêmes motifs. Bref, dans le dictionnaire, si vous regardez à l'article motivation, vous verrez qu'on vous renvoie à l'article motif. Alors vous allez voir l'article motif. Et là, dans le dictionnaire, vous verrez qu'on vous dit qu'un motif, c'est un but intellectuel, par différence avec l'intérêt ou le mobile, un but intellectuel. Eh bien, la première fois que j'ai fait cette petite recherche, je me suis dit, aïe. Aïe, parce que j'étais convaincu, et je reste convaincu, qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, il n'y aurait jamais de motivation. Il n'y a pas de but intellectuel pour l'excellente raison que l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Je l'illustre, si vous voulez, d'un exemple de père de famille. Imaginez que tel de vos enfants, un adolescent, 15-16 ans, au lycée, ne fout rien en mathématiques. Vous lui dites, tu dois travailler tes maths. Le gamin vous répond, d'accord papa, d'accord maman, je veux bien travailler mes maths, mais à une condition. C'est que tu me démontres mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. Eh bien là, vous êtes mal. Vous êtes même très mal. Parce que le plus grand mathématicien du monde est incapable de démontrer mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. Pour la raison très simple mais très forte que la proposition « il faut faire des mathématiques » n'est pas une proposition mathématique. Si bien que pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, il n'est d'ailleurs pas plus bête qu'un autre, et puis surtout, je vous mets au défi de le rendre plus intelligent. Pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, mais sur son désir, bien sûr. Et comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, s'il aimait ça, il n'y aurait pas de problème. Comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, vous allez devoir trouver autre chose que les mathématiques, autre chose que votre gamin désire, pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Par exemple, vous allez lui dire, écoute, il faut travailler tes maths parce que tu m'as dit que tu voulais faire médecine plus tard, voilà. Pour faire médecine dans de bonnes conditions, il vaut mieux avoir un bon niveau en mathématiques. Le gamin ne désire pas faire des maths, mais il désire faire médecine. Vous appuyez sur la médecine qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Ça, c'est le cas idéal. Il faut dire aux jeunes parents qui sont ici que ça n'arrive pratiquement jamais, ce genre de choses. Si, comme c'est plus vraisemblable, le gamin ne désire aucune étude en particulier, vous allez baisser d'un cran. Et vous allez lui dire, il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ta mère. Il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ton père. Le gamin n'aime pas les maths, mais c'est un gentil gamin, il aime ses parents, il a envie de leur faire plaisir. Vous appuyez sur le désir qu'il a de vous faire plaisir pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Et si même ça ne marche pas, vous allez baisser encore d'un cran et vous allez lui dire, il faut travailler tes maths parce que si tu es la moyenne à ton prochain contrôle, je t'achète un nouvel ordinateur, une nouvelle tablette. D'accord, c'est nul, mais on n'a pas toujours le choix des moyens. Le gamin ne désire pas faire des maths, il désire une nouvelle tablette, un nouvel ordinateur. Vous appuyez sur l'ordinateur qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Bref, ce que je veux vous montrer avec cet exemple de père de famille, c'est qu'il n'y a pas de but intellectuel, parce qu'il n'y a de but que pour et par le désir. Non pas que l'intelligence ne serve à rien. L'intelligence vous permettra de choisir le chemin qui mène au but, bien sûr. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but proprement, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. Bref, si je veux un jour diriger une école de management ou de commerce, c'est d'ailleurs les mêmes aujourd'hui, presque toujours, une business school, je ferai inscrire en lettres d'or dans le hall d'entrée de mon école de management une formule d'Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, l'un des plus grands philosophes de tous les temps, comme chacun sait. Aristote écrivait simplement ceci, « Le désir est l'unique force motrice. » Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, mais surtout dans motivation, il y a moteur.
le moteur, c'est ce qui meut. Eh bien voilà, ce qui meut un homme ou une femme, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. Et sur le mur de droite, dans le hall d'entrée de mon école de management, je ferai inscrire une formule de Spinoza, 17e siècle après Jésus-Christ, bien sûr, en Hollande. Spinoza écrivait, et au fond l'idée est la même, le désir est l'essence même de l'homme. Le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain. Autrement dit, nous sommes des êtres de désir. Eh bien ça nous dit quelque chose d'important sur le métier d'une bonne majorité d'entre vous. Parce que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, bref, si nous sommes des êtres de désir, ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise, chef d'entreprise, cadre dirigeant, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Eh bien, des deux côtés, alors inégalement d'un côté ou de l'autre, en fonction du boulot concret de tel ou tel d'entre vous, mais des deux côtés. Côté client, marketing, côté salarié, management, vous êtes d'abord et avant tout des professionnels du désir de l'autre. C'est toute la différence qu'il y a entre un plombier, qui est un professionnel de la plomberie, et un dirigeant d'une entreprise de plomberie, qui peut très bien n'avoir jamais été plombier, hein, il a fait HEC, Polytechnique, comme tout le monde, mais qui lui est un professionnel du désir de ses clients, marketing, du désir de ses salariés, management. Ça veut dire que pour tous ceux ici qui sont managers et ou dirigeants, la question la plus importante de toutes, la question des questions, c'est évidemment qu'est-ce que le désir ? Qu'est-ce que le désir ? Et ce qui me tue, c'est que vous avez dû faire d'excellentes études, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, et pourtant je soupçonne qu'on ne vous ait jamais expliqué clairement ce que c'était que le désir. Vous avez fait d'excellentes études qui sont simplement passées à côté de l'essentiel. Si bien qu'il me reste exactement 35 minutes pour essayer de compenser une éducation ratée. Alors 35 minutes, c'est quand même très court, hein, donc je ne vais pas faire un cours sur toutes les théories philosophiques du désir, il faudrait des semaines. Je ne vais en retenir que deux, hein, les deux plus importantes, à mon sens, les deux plus éclairantes, les deux plus profondes, qui sont d'une part la théorie de Platon, par laquelle je vais commencer, et d'autre part la théorie de Spinoza, par laquelle je vais poursuivre. Alors attention, les deux sont vrais, bien sûr. J'ai peu de temps, je ne vais pas commencer à faire un cours sur des théories que je crois fausses. Les deux sont vrais, et pourtant vous allez voir qu'elles s'opposent frontalement. C'est pourquoi notre vie en général et votre métier en particulier sont tellement compliqués. Alors je commence par la théorie de Platon. Alors Platon, le maître d'Aristote, alors qu'on est en Grèce, 4e siècle avant Jésus-Christ là encore, mais une génération avant Aristote, puisqu'Aristote a été l'élève de Platon. Alors à la question « Qu'est-ce que le désir ?», Platon répond dans un petit livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Le banquet, c'est un livre qui porte sur l'amour. La question centrale dans le banquet de Platon, c'est « Qu'est-ce que l'amour ?» Et à cette question centrale, Platon répond par une double équation. Platon répond « L'amour est désir ». Première équation. L'amour est désir. Et deuxième équation, le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajouterai simplement, et voilà pourquoi le bonheur, si souvent, est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés, s'il y en a dans la salle. Spinoza va venir sauver votre couple, pas plus tard que dans 10 minutes. Enfin bon,
Si c'est encore possible, hein, je ne peux pas non plus faire des miracles, moi. Mais bon, si c'est possible, on va entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple dans les 10 minutes qui suivent. Mais avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit, qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Ce que tous ceux qui sont mariés depuis quelques années ont compris depuis longtemps. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire par définition que ce qui me manque, donc je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Or, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Qu'est-ce que le bonheur? Platon répond, et on pourrait tous répondre la même chose. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on ne sera jamais heureux, mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne part, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires par définition que ce que tu n'as pas, puisque le désir est manque. Et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. Oui, mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, ce n'est pas avoir ce qu'on désirait, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous désirez, c'est ce que vous désiriez avant du temps où vous n'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, ce n'est pas moi qui le donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance, je leur demande simplement 5 minutes de patience. Le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Oui, en gros, mon idée, évidemment, c'est qu'on est une grosse majorité dans cette salle à être tantôt chez Platon, tantôt chez Spinoza. Tantôt heureux, tantôt pas heureux. Peut-être plus souvent, d'ailleurs, dans l'entre-deux, qui les sépare ou qui les unit. Mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il importe d'abord de comprendre la logique de chacun des deux pôles qui en structurent l'espace. Mais voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime et ne désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas, je n'ai donc jamais ce que j'aime et désire, je ne suis donc jamais heureux. Exemple pour les managers. Souvenez-vous de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Pour ceux qui étaient en position d'embaucher il y a 6 mois. Pour les autres, désolé, c'est une expérience de pensée. Souvenez-vous de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Vous savez, celui qui sortait de 18 mois de chômage, 18 mois de galère. Ça faisait 18 mois qu'il se disait tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis il y a 6 mois, vous l'avez embauché. Emploi à plein temps, contrat à durée indéterminée, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, bien sûr, c'est que depuis que vous l'avez embauché, le travail ne lui manque plus. Alors, il en a du travail. Il en a même beaucoup, à la vérité. Il en a plein les bras du boulot. Et puis très vite, il en a plein le dos. Parce que si le désir est manque, dès lors que le travail ne lui manque plus, il ne désire plus travailler. Lui, ce qu'il désire, comme tout le monde, c'est les week-ends, les vacances, la retraite. Et si l'amour est désir, ça veut dire qu'il n'aime pas son travail. Bref, ce que Platon nous aide à comprendre, et qui en dit long sur les difficultés de votre métier de manager, ce que Platon nous aide à comprendre, c'est que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur. Oui, mais il ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas de travail. Le travail lui manque et il souffre de ce manque. Et le travail ne fait pas le bonheur de vos salariés puisqu'ils ont du travail, qu'en conséquence celui-ci ne leur manque plus, ce qui les rend capables de le désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas de travail heureux. Alors là, nos managers se disent vivement Spinoza parce qu'on est mal. Pas de panique. Spinoza va venir sauver non seulement votre couple, mais votre métier. Je ne peux pas faire mieux quand même. Mais là encore, avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre métier, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'ici aussi, il y a bien quelque chose à sauver. Qu'ici aussi, il y a bien un problème quelque part. S'il y en a quelques-uns parmi vous qui n'avaient encore jamais réalisé jusqu'ici qu'il est plus facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur que lorsqu'on est salarié,
il y a quelque chose d'essentiel et au salariat et donc au management qui leur avait jusqu'ici échappé. Deuxième exemple, alors qui serait à lui tout seul l'objet d'une conférence, là je vais en parler rapidement comme d'un exemple, mais il faut en parler parce que c'est plus important. Deuxième exemple, l'amour, au sens ordinaire du terme, autrement dit, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, si vous préférez, bref, un couple. Parce qu'au fond, tomber amoureux, comme on dit, qu'est-ce que ça veut dire en langage platonicien? Tomber amoureux, en langage platonicien, ça veut dire que vous découvrez tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard. Et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur. Vous rencontrez la femme ou l'homme qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué, à la vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire. Mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc, vous êtes célibataire, par hypothèse, et un beau soir, chez des amis communs, vous rencontrez la femme ou l'homme, je veux dire la personne, pour ne pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin. Vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle, vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une. Ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi. Vous vous installez ensemble, éventuellement vous vous mariez, vous faites des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque plus. Le problème, c'est que si le désir est manque, si elle vous manque de moins en moins, ça veut dire que vous la désirez de moins en moins. Et si l'amour est désir, ça veut dire que vous l'aimez de moins en moins. Et vous êtes marié depuis 6 mois ou 6 ans, selon les cas, et un beau soir ou un triste matin, vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Ça vous amuse moins, ça. Je sais, ça m'a fait ça aussi la première fois. La réponse est non, bien sûr. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question. Attention, ça ne veut pas dire ou pas forcément dire que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous ne l'aimez plus comme ça. Voilà. Vous n'êtes plus chez Platon. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus amoureux au vrai sens du mot, au sens qu'avait le mot amoureux 6 mois ou 6 ans plus tôt, quand vous disiez à votre meilleur copain ou copine « je suis tombé amoureux ». Ce n'est plus vrai. Vous n'êtes plus amoureux, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus chez Platon. Et là, vous n'avez plus philosophiquement qu'un seul choix, un seul. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer. Alors évidemment, ça fait assez mal. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on va dire que vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est l'un des maîtres à penser du romancier contemporain, par ailleurs talentueux, qui est Michel Houellebecq. Qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer ou d'Aragon en Michel Houellebecq? Alors, Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle. Donc là, je fais un bond considérable dans l'histoire de la philosophie, mais un bond qui n'est pas sans cohérence parce que Schopenhauer s'est toujours voulu, à sa façon, disciple de Platon. Qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer? Ça veut dire que Schopenhauer, donc au XIXe siècle, résume tout ça, ce que je viens de montrer là en 10 minutes, en une phrase, dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Alors, quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne manque plus, puisque je l'ai.
Donc que je ne désire plus, puisque le désir est manque. Donc que je n'aime plus, puisque l'amour est désir. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. Oui, mais ce n'est pas le bonheur. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur. C'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement. Oui, je vois que ça parle à certains. L'ennui. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. Vous voyez, j'avais rendez-vous avec le bonheur. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si, qu'est-ce que je serais heureux quand. Le si se réalise, le quand, c'est aujourd'hui, je ne suis pas heureux pour autant. J'avais rendez-vous avec le bonheur, je suis au rendez-vous, le bonheur n'y est pas. Le bonheur m'a posé un lapin. Ce n'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement, je m'emmerde. Eh bien, la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, écrite donc par Schopenhauer, est la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Oui, je vous avais prévenu. Hein. Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais, ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Arrêtez de faire semblant. C'est normal, il n'y a pas que chez vous qu'on s'ennuie des fois, c'est normal. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais livres de management, c'est-à-dire en gros dans les livres de management. Le philosophe Alain, plus lucidement, disait au début du XXe siècle, le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, c'est celui qu'on ne fait pas. Mais oui, bien sûr. Moi, si quelqu'un me dit « je ne m'ennuie jamais au boulot », ma première action, c'est pas de me dire « tiens, il doit être chef d'entreprise ». C'est de me dire « encore un menteur » ou bien un inactif. De même, si quelqu'un me dit « je ne m'ennuie jamais dans mon couple », ma première action, c'est de me dire « encore un menteur » ou bien un célibataire. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Mais fort heureusement, il y a beaucoup de couples et de métiers où l'on s'ennuie rarement. Où l'ennui n'est pas la règle, bien sûr, mais l'exception. Un couple heureux, ce n'est pas un couple où l'on ne s'ennuie jamais, arrêtez de rêver. Un couple heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal. Et un couple vraiment très heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux qu'avec tous les autres. Et là, croyez-moi, ça devient franchement délicieux. Pareil pour le métier. Un métier heureux, ce n'est pas un métier où on ne s'ennuie jamais, c'est un métier parfois où on s'ennuie moins que tel dimanche après-midi ou telle vacances ou qu'on ne s'ennuiera pendant la retraite. Bref, il y a une chose que Platon n'explique pas. Et une seule, ou plusieurs, mais qui reviennent eux-mêmes. Ce que Platon n'explique pas, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platonicien. Ce que Platon n'explique pas, mais ça revient eux-mêmes, c'est ce fait tout aussi incontestable qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça met une raison forte d'aimer le travail quand il est heureux et de n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon est incapable de l'expliquer. Ben, on a besoin d'une deuxième théorie du désir. C'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza. Alors Spinoza, au XVIIe siècle, serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir. Ça, oui. Mais assurément pas pour dire que le désir est manque. Autrement dit, le geste philosophique de Spinoza, ça va être exactement ceci. Remplacer un égal par un différent de. Il ne le dit pas comme ça, il ne parle pas de Platon quand il parle du désir et de l'amour. Mais si on veut reconstituer entre deux une espèce de dialogue posthume, c'est exactement ce que ça veut dire. Pour Spinoza, oui, c'est vrai, l'amour est désir, mais non, assurément non, le désir n'est pas manque. Parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance.
Attention, je n'ai pas dit pouvoir, hein, au sens politique ou managérial du terme, non, non, puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance, autrement dit puissance exactement au sens où l'on parle très communément de la puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on peut en parler exactement au même sens pour les femmes. Qu'est-ce que c'est que la puissance sexuelle? C'est la puissance de jouir. Et donc ce qui rend la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce qu'enfin, si vraiment Platon avait toujours raison, si nous ne savions désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle serait encore plus difficile et compliquée qu'elle n'est. Spécialement la nôtre, messieurs. Parce qu'enfin, il faut bien qu'en un certain moment, nous soyons capables de désirer celle exactement qui ne manque pas. Puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Vous savez, il y a un genre d'homme qui est vraiment platonicien, ou chez Platon, enfermé chez Platon. C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors là, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Sauf que dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un impuissant, ou un moment d'impuissance. Ce qui dit assez quelle est la vérité du désir sexuel, qui n'est pas le manque, comme le voulait Platon, mais bien la puissance, comme le veut Spinoza. Ou plutôt non, les deux sont vrais, ils auraient donc tous les deux, encore une fois, mais ils ne parlent pas de la même chose. Parce qu'au fond, le manque sexuel, c'est ce qu'on appelle couramment la frustration. Voilà. On a tous vécu ça une fois ou l'autre dans notre vie, mais justement, on a assez vécu la frustration sexuelle pour ne pas la confondre avec la puissance sexuelle, c'est plutôt la même chose. D'ailleurs, tout le monde sait bien, surtout les femmes, qu'un homme frustré fait rarement le meilleur des amants. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. L'erreur de Platon, c'est aussi bien d'avoir confondu le manque de nourriture, c'est-à-dire la faim, F-A-I-M, avec la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas, qu'on n'appelle pas la faim en bon français, qu'on appelle évidemment l'appétit. Appetitus en latin, c'est un grand concept spinoziste. Spinoza a écrit ses livres en latin, mais qu'on peut prendre ici au sens plus ordinaire du terme. Lorsque vous invitez quelques amis à dîner chez vous un soir, vous ne leur dites pas au début du repas « je te souhaite une bonne faim ». Je te souhaite de bien manquer de nourriture. D'ailleurs, tu ne vas pas être déçu, il n'y a rien à manger. Bienvenue chez Platon. Évidemment, non. Vous leur dites exactement le contraire. Ne t'inquiète pas, j'ai prévu large, la nourriture ne manque pas. Je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. Bon appétit, bienvenue chez Spinoza. Donc le désir n'est pas manque, le désir est puissance. Et l'amour alors? Ben, si le désir est puissance, pour Spinoza, l'amour est joie. En vérité, Aristote l'avait déjà dit. Quelques 20 siècles plus tôt, Aristote est de ce point de vue du même côté que Spinoza. Dans une phrase pure comme l'aube, Aristote écrivait « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. » Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer ou désirer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Si à l'inverse, c'est Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, si l'amour est joie, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Parce que le deuil, alors au sens propre, l'autre est mort, ou au sens figuré, l'autre vous a quitté ou ne vous aime pas, le deuil recréant tragiquement le manque, vous renvoie brutalement, douloureusement chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Et Spinoza va dire en substance la même chose, dans une formule un peu plus compliquée. Spinoza écrit « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. » L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. C'est ce petit « de » finalement que Spinoza ajoute à la pensée d'Aristote. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un vous dit un jour, par exemple ce soir, « Je suis joyeux à l'idée que tu existes », ou bien « Il y a une joie en moi », eh bien tu vois, la cause de ma joie, c'est l'idée que tu existes. Ou plus simplement, à chaque fois que je pense à toi, cela me rend joyeux. Vous prendrez ça, bien sûr, pour une déclaration d'amour. Vous aurez évidemment raison, ça donne raison à Spinoza. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Vous aurez raison, mais vous aurez aussi beaucoup de chance. D'abord parce que
C'est une déclaration spinoziste d'amour, ça n'arrive pas tous les jours. Beaucoup sont morts pour avoir entendu ça une seule fois dans leur vie. Donc, mesdames, ça vous arrive ce soir, dites merci à nos hôtes. Mais vous aurez surtout beaucoup de chance, parce que c'est le cas très rare d'une déclaration d'amour qui ne vous demande rien. Et ça, croyez-moi, c'est proprement exceptionnel. Alors, sur cette exception de l'amour, je n'ai pas le temps de m'attarder, ça n'était qu'un exemple un peu développé. On va revenir à nos moutons professionnels. Marketing et surtout management. Mais vous comprenez bien pourquoi cette problématique-là, c'est-à-dire ces deux conceptions du désir, vraies l'une et l'autre, sont essentielles au management, puisque le désir est l'unique force motrice, puisque le désir est l'essence même de l'homme. Un dernier mot pour boucler l'histoire du couple et pour vous aider à sauver votre couple, si vous le souhaitez, bon, ça ne me regarde pas, hein, mais un dernier exemple. Peut-être avez-vous dit, messieurs, puisque ça se passe ordinairement dans ce sens-là, le 14 février dernier, hein, lors de la dernière Saint-Valentin, peut-être avez-vous dit à votre compagne, ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. C'était gentil. Non, c'est vrai, d'abord, c'était bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin, c'était gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie. Le seul problème, bien sûr, c'est que c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était exactement un gentil mensonge. Mais vous savez, dans un couple, un mensonge, même gentil, c'est toujours un peu inquiétant. Parce qu'elle est savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme. Chez la plupart d'entre eux, gentillesse et lâcheté sont tellement proches qu'elles sont en vérité à peu près indiscernables. Oui, pardon, messieurs, il faut bien que quelqu'un leur dise la vérité au moins une fois. Bref, faites-moi plaisir, ou plutôt non, faites-lui plaisir. Lors de la prochaine Saint-Valentin, vous avez 2 mois pour rendre le propos crédible. Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne, ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. Parce que là, vous lui faites une déclaration d'amour au moins possiblement vraie et autrement émouvante, entre nous soit dit, que faire semblant absurdement de manquer de celle qui d'évidence ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait ce cadeau bouleversant depuis 15 ou 16 ans de partager votre vie et votre lit. Et puis je vais vous dire, manquer, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quel beauf est capable d'être en manque. N'importe quel gamin de 16 ans peut tomber amoureux, y compris d'une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Mais oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, aimer ce qui est. C'est autrement difficile, autrement important, autrement émouvant. Mais bon, revenons à nos moutons professionnels. Je disais, un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le client, marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le salarié, management. Je n'ai pas le temps de parler du marketing, parce que le temps qu'on est très court. Vous me réinviterez si vous souhaitez que j'en parle, mais là, j'ai dit philosophie du management. Donc, on va s'occuper que du côté salarié, le côté management. La question, bien sûr, c'est qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs? Réponse, le désir, évidemment, puisque le désir est l'unique force motrice. Oui, mais est-ce que vos collaborateurs courent après ce qui leur manque? Auquel cas, ils courent chez Platon. Ce qui laisse entendre que vous avez un management de style essentiellement platonicien. Ou bien est-ce que vos collaborateurs courent parce qu'ils ont plaisir à développer leur puissance de courir, comme dirait Spinoza? Est-ce qu'ils courent parce que la course les met en joie? Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment la course à pied? Auquel cas, vos collaborateurs courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre que vous avez un management de style au moins en partie spinoziste. Je dis de style au moins en partie spinoziste parce que je ne suis pas fou. Il y a toujours du manque, bien sûr, mais oui, Platon a toujours raison. Tous vos collaborateurs, sans exception, tous les matins, je ne parle pas de vos associés, hein, mais vos collaborateurs salariés, hein, tous vos salariés, sans exception, tous les matins, des jours ouvrables, sur le coup de 8h, 8h30, 9h, viennent chez Platon courir après quelque chose qui leur manque. Quoi? L'argent, bien sûr. Ben oui, c'est pour ça d'abord qu'ils travaillent. Voilà. Tous les matins ouvrables, tous vos salariés viennent chez Platon courir après l'argent qui manque. Et une partie d'entre eux, qui vient le matin chez Platon courir après l'argent qui manque,
va passer sa journée chez Schopenhauer. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après l'argent qui manque et ils s'emmerdent au boulot. Alors qu'une autre partie de vos collaborateurs, qui viennent eux aussi le matin chez Platon courir après l'argent qui manque, mais eux, ils vont passer la journée chez Spinoza. Ils viennent bosser parce qu'ils courent après l'argent qui manque et ils se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Votre boulot de manager, c'est de les aider de monter de Platon en Spinoza plutôt que de tomber de Platon en Schopenhauer. Et c'est pour ça que le parallèle avec le couple est éclairant. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un couple malheureux? Un couple malheureux, c'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? C'est un couple qui est monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'un salarié malheureux? C'est un salarié qui est tombé, ou plutôt qui tombe, tous les jours pour certains, toute la journée parfois, qui tombe de Platon en Schopenhauer. Il vient bosser parce qu'il court après l'argent qui manque et il s'emmerde au boulot. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié heureux? C'est un salarié qui est monté, ou plutôt qui monte, tous les jours pour certains, toute la journée si c'est possible, mais ne vraiment pas trop, mais qui monte le plus souvent de Platon en Spinoza. Il vient bosser parce qu'il court après l'argent qui manque et il se réjouit de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Pour moi, c'est la pierre de touche du management réussi. Le management est réussi dans une boîte quand le plus grand nombre des salariés, qui ne travaillent pas par amour du travail, ah non, ils travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent, comme tout le monde. Le management est réussi dans une boîte quand les salariés, ou le plus grand nombre d'entre eux, qui ne travaillent pas par amour du travail, réussissent à aimer le travail qu'ils font. Le management est réussi quand les salariés qui ne travaillent pas pour le plaisir, ben non, ils travaillent pour l'argent, comme tout le monde. Le management est réussi quand les salariés qui ne travaillent pas pour le plaisir prennent plaisir au travail qu'ils font. Autrement dit, le management est réussi quand les salariés sont heureux au boulot. Et pour ça, vous comprenez bien que le salaire n'y suffit pas. Il rend motivable, mais il ne motive pas. Je le disais, celui qui ne bosserait par hypothèse que pour le salaire n'a aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Il va donc falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, qui permet à vos collaborateurs d'aimer le travail qu'ils font. Non pas comme n'importe quel chômeur on est capable d'aimer le travail qui manque. Ah oui, c'est facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur. Je ne dis pas que c'est gai, mais c'est facile. Mais comme un salarié heureux qui n'aime pas le travail qui manque parce qu'il aime le travail qu'il fait. Il va falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit. Alors, rapidement, pour finir, ce quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça peut être, par exemple, de meilleures conditions de travail. Et oui, il y a des boulots plus faciles à aimer que d'autres, et des entreprises où il est plus facile d'aimer tel métier que dans telle autre entreprise. Quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Vous savez, il y a des boîtes où on part bosser le matin, la gorge un peu serrée d'angoisse, parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux ou les ateliers. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres boîtes où on part bosser le cœur léger le matin, parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite, on va retrouver une bande de copains. Ce n'est pas du tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, ça peut être le sentiment, par exemple, d'une plus grande utilité sociale. Vous savez, fabriquer des cigarettes, parce qu'après je suis le dernier fumeur de la salle, fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, ce n'est pas la même utilité sociale. Fabriquer du Mediator ou fabriquer un bon médicament, ce n'est pas la même utilité sociale. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de participer à une aventure collective exaltante. Voilà, spécialement pour les start-up éventuellement. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de faire partie d'une communauté. Parce qu'évidemment, le travail ensemble crée du lien. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être davantage de reconnaissance, davantage de respect, notamment de la part du management.
Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de progresser soi-même davantage, de s'épanouir soi-même davantage. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots, on y bosse pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Alors qu'il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on y bosse pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, on se retourne et on se dit, mais c'est dingue ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé. Ce n'est pas du tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, sans les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 35 heures ou un peu plus par semaine, etc., etc. Si vous voulez motiver vos collaborateurs, ne comptez pas que l'argent y suffise. En tout cas, pas le salaire, mais même les primes, on atteint vite la limite du processus, d'abord pour des raisons financières. Permettez-leur d'aimer le travail qu'ils font. Pas le travail qui manque, le travail qu'ils font. Ça veut dire quoi, aimer son travail? Ça veut dire se réjouir de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Eh bien ça, c'est l'intérêt majeur de votre entreprise. Donc c'est le cœur de votre métier. Ça débouche sur un dernier concept que je vous soumets, puisque je vois qu'il me reste en toute rigueur quelques minutes. C'est ce que j'appelle le marketing managérial. Alors j'ai forgé cette notion d'allure paradoxale, puisqu'elle conjoint les deux côtés, marketing, management, parce qu'à force de fréquenter des chefs d'entreprise, pour des raisons exclusivement professionnelles, ce n'est pas mon milieu usuel, mais à force de les fréquenter, j'ai fini par sentir une difficulté. C'est qu'évidemment, tout chef d'entreprise accorde la plus grande importance aux désirs de ses clients, pour des raisons bien compréhensibles. Et est prêt, pour connaître ses désirs, pour les comprendre, pour essayer de les satisfaire, à dépenser beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, et bien sûr, vous avez raison. Ce qui m'inquiète, en revanche, c'est qu'un certain nombre de chefs d'entreprise semblent accorder beaucoup moins d'importance aux désirs de leurs salariés et consacrent, pour connaître ces désirs, pour les comprendre et pour essayer de les satisfaire, beaucoup moins de temps, d'énergie, d'argent. Eh bien ça me paraît une erreur grave. Parce que vous ayez besoin d'avoir les meilleurs et de garder les meilleurs clients. Ben oui, je le comprends bien. D'ailleurs, ça fait partie aussi du but de la journée, si j'ai bien compris. Sauf que, réfléchissez-y, la seule façon sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients, c'est bien sûr d'abord d'avoir et de garder les meilleurs collaborateurs. La réciproque n'est pas vraie. Ce n'est pas parce qu'on a les meilleurs clients qu'on a les meilleurs salariés. C'est à l'inverse, bien clairement, parce qu'on a les meilleurs salariés qu'on a une chance sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients. Et dès lors que vous avez compris, c'était le début de mon exposé, que vos collaborateurs ne travaillent pas par amour du travail, ni par devoir, ni seulement pour l'argent, mais qu'ils travaillent pour être heureux, vous comprenez que créer des conditions telles dans votre entreprise qu'ils puissent en effet l'être, et surtout qu'ils aient le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant chez vous qu'ils ne le seraient en travaillant chez tel ou tel de vos concurrents, c'est exactement le cœur de votre métier. C'est l'intérêt majeur de votre entreprise. Bref, quand on est dirigeant d'entreprise, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs. Je ne parle pas du bonheur privé, ta femme, ton mari, tes gosses, non. Mais quand on est dirigeant d'entreprise, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs, de leur bien-être professionnel, a fortiori combattre leur malheur ou leur mal-être professionnel. Pour un manager, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas de la philanthropie, c'est le cœur de votre métier. Parce que l'intérêt majeur de votre entreprise, c'est d'avoir et de garder les meilleurs collaborateurs. Vous n'y parviendrez que si et seulement si ils ont le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant chez vous qu'ils ne le seraient en travaillant chez tel ou tel de vos concurrents. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bravo et merci André Comte-Sponville. Merci aussi d'avoir été extrêmement rigoureux dans le planning de vol. Donc on a un petit peu de temps pour des questions, 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ferai le steward avec plaisir. Avec désir. Oh, il y en a plein.
Oui, merci pour cet exposé. Super. J'avais une petite question sur n'est-il pas trop tard de réconcilier ou de vouloir réconcilier le management et le collaborateur? Quand on voit le développement de l'auto-entreprise, quand on voit l'ubérisation du monde du travail, est-ce que cette rupture n'est pas déjà là entre le manager et son collaborateur? Il faudra quand même que les chefs d'entreprise ne prennent pas trop vite leur désir pour la réalité. Le désir des chefs d'entreprise, c'est d'accomplir le vieux rêve de Karl Marx, la disparition du salariat. Ça serait tellement mieux si tout le monde était profession libérale, en gros. Je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais que notre société puisse vivre sur ce mode-là. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des millions de gens qui ne sont pas en état de se vendre, que vous allez laisser sur le carreau. Vous savez, une fois, il y a des derniers de ça, je fais un débat avec Jean-Paul Fitoussi, qui est l'un de nos bons économistes, en l'occurrence plutôt keynésien, de gauche, si on veut. Mais il avait dit quelque chose qui m'avait frappé. Il nous disait, il a été scientifiquement démontré. Et le pire, c'est qu'apparemment c'est vrai, par je ne sais plus quel économiste américain. Il a été scientifiquement démontré que dans un pays ultra-libéral, où l'État ne s'occupe absolument pas d'économie, le plein emploi est assuré pour tous les survivants. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les autres? À cette question, l'économie ne répond pas. C'est donc à la politique de répondre. Donc, je ne pense pas qu'on voit disparaître le salaire, enfin, à échéance très visible, dans 3 siècles, j'en sais rien, mais disons que du temps de quand nos enfants, c'est déjà le cas des miens, seront ou sont sur le marché du travail, et même sans doute les enfants de nos enfants, il y aura toujours des salariés, et c'est heureux. Même si, effectivement, la position de salarié peut être moins protégée dans 10 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui, on voit bien que c'est un peu la tendance, même si on va apparaître des emplois marchands, mais non salariés, hein, l'ubérisation, c'est le cas, des micro-entreprises, tout ça, ça existe, vous voyez, mais ne rêvons pas trop, ou ne rêvez pas trop, vous qui êtes chez l'entreprise, d'une disparition du salariat. Ça serait trop beau pour être vrai, pour vous, et trop dur pour être acceptable pour les autres. Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, je vous remercie aussi pour votre conférence que j'ai appréciée pour la 2e fois, puisque j'ai eu l'occasion de vous croiser dans d'autres lieux. Oui, il a redoublé, hein, mais... mais avec grand plaisir. Et pour éviter que je reste chez Schopenhauer toute la journée, j'aurais voulu que vous refassiez un petit exposé et que vous représentiez votre définition du bonheur. Et si je me rappelle bien... ne la dites pas, alors, parce que non. Il n'y a plus de suspense. Vous l'aviez développé par rapport à son contraire. Oui, c'est ça. Bon, alors, vous me donnez 1 heure ou 2? 10 minutes. C'est une question très difficile. Parce que, comme le disait Kant, immense philosophe allemand du XVIIIe siècle, Kant écrit « Le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination ». On dit le bonheur, personne ne sait exactement ce que c'est, encore moins comment l'atteindre, mais tout le monde en rêve. Et donc, dire ce qu'est le bonheur, c'est une question difficile. Moi, je vais d'abord vous dire ce qu'il n'est pas, avant d'entreprendre de dire ce qu'il est. Le bonheur, ça n'est évidemment pas une joie constante, permanente, immuable. Là encore, arrêtez de rêver, ça n'existe pas. La joie constante, permanente, immuable, c'est ce que j'appelle la félicité. Ben voilà, la félicité, ça n'existe pas. Vous verrez au plus tard au paradis si vous y croyez et si vous y avez accès. Le bonheur, ce n'est pas non plus la satisfaction de tous nos désirs. On dit, ce n'est pas la satiété. D'abord parce que nos désirs sont ouverts à l'infini, et donc le propre du désir, c'est qu'on n'en a jamais assez. Et puis, si par malheur ou par impossible, tous nos désirs étaient satisfaits, ben, on tomberait évidemment dans l'ennui de Schopenhauer. Le bonheur, ce n'est pas la satiété. Il suffit de souffrir de la faim pour être atrocement malheureux, mais ne pas avoir faim n'a jamais suffi au bonheur de personne. Si nous, vous et moi, on serait tous toujours heureux. D'évidence, ce n'est pas le cas. Alors, si le bonheur, ça n'est ni une joie constante, la félicité, ni la satisfaction de tous nos désirs, la satiété, qu'est-ce que c'est? Alors, Kant dit en effet que c'est difficile à définir, puisque c'est un idéal non pas de la raison, mais de l'imagination. Moi, je propose en effet de partir de la notion contraire. Le bonheur, c'est le contraire du malheur. Vous allez me dire, on n'est pas très avancé. Si, on est considérablement avancé. Parce que le bonheur, personne ne sait exactement ce que c'est.
Qui peut dire j'étais pleinement heureux pendant 6 mois, même pendant 6 semaines, même pendant 6 jours? Qui a vécu 6 jours sans angoisse, sans soucis, sans souffrance, que sais-je? Alors que du malheur, nous sommes sans doute une majorité ici, vu notre âge, à avoir eu une claire expérience. Le bonheur, c'est un idéal de l'imagination. Le malheur, ce n'est pas un idéal du tout, c'est une expérience. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur ces données expérimentales, empiriques. Cette expérience que nous avons du malheur pour essayer de voir ce que ça peut être que le bonheur, puisque c'est le contraire. Alors, mon expérience m'amène à dire que le malheur, c'est tout laps de temps, toute durée, où toute joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée ni les jours qui suivent. Parce que vous avez perdu l'être que vous aimiez le plus au monde, parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. Bref, toute joie vous paraît immédiatement impossible. Le bonheur, c'est le contraire du malheur. J'appelle donc bonheur tout laps de temps, toute durée, où la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réelle, bien sûr, arrêtez de rêver, là encore, mais continuellement possible. Vous vous réveillez le matin, la joie est là ou elle n'y est pas. Pour moi, pour tout vous dire, le matin, elle y est rarement. Mais vous savez qu'elle peut venir, qu'elle va venir sans doute dans la journée, puis qu'elle repartira, qu'elle reviendra. Eh bien, ces allers-retours de la joie qui n'est pas toujours réelle, mais qui est continuellement possible, c'est exactement ce que j'appelle le bonheur, puisque c'est le contraire du malheur. Si bien que ceux qui me disent, c'est un air bien connu chez certains intellectuels, le bonheur, ça n'existe pas. Ma première réaction, c'est de me dire, en voilà encore un qui n'a jamais été vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Parce que ceux ici, parmi nous, qui ont vraiment été malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent par expérience que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est simplement quand on n'est pas malheureux. Ça dit quelque chose d'important sur l'art de conduire sa vie, c'est-à-dire plutôt que d'être malheureux absurdement, de n'être pas heureux. C'est un autre vers d'Aragon, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Ah, mais on regarde sa vie, on dit, oh, je ne suis pas heureux. Et tout d'un coup, on est malheureux de n'être pas heureux. C'est idiot. Plutôt que d'être malheureux absurdement de n'être pas heureux, soyons heureux intelligemment de n'être pas malheureux. Or, je crois que c'est le vrai sens du mot, bizarrement. Alors, je crois être le premier à proposer cette définition. Mais vous savez, quand on voit tous les ans, en gros, on demande aux Français, êtes-vous heureux? Et tous les ans, depuis des décennies, 80% de nos compatriotes répondent oui, malgré la crise, malgré tout ça. 80% disent oui. Quand j'étais jeune philosophe, je me disais, mais c'est pas possible, les Français mentent, ils font semblant. Mais non, en vérité. On demande aux Français, êtes-vous heureux? Réflexe logique, on dit, écoutez, je ne suis pas malheureux. Et donc oui, je suis heureux. Et ça dit quelque chose aussi, non seulement sur l'art de conduire sa vie, mais sur l'art du management. C'est que la barre dans vos métiers, ce n'est pas de faire que vos collaborateurs soient dans un état de joie permanente. À la limite, ça serait pathologique. Celui qui est joyeux en permanence, c'est ce que les psychiatres appellent l'euphorie morbide, qui laisse craindre une bouffée délirante à très court terme. Le but du management, ce n'est pas que tous les désirs de vos salariés soient satisfaits. Arrêtez de rêver. C'est pour ça que Maslow a tort de parler d'une pyramide des besoins. On n'est pas des êtres de besoin, on est des êtres de désir. La différence, c'est quoi? Il y en a deux. C'est que le besoin, il est objectif, le désir, il est subjectif. Mais surtout, le besoin, il est limité par nature. Vous avez besoin, en gros, de boire 1,5 litre de liquide par jour. Vous avez besoin de manger, en gros, 3000 calories par jour. Le désir, lui, il est ouvert à l'infini. Il est illimité. Le propre du désir, c'est qu'on n'en a jamais assez. D'où le succès de la pyramide de Maslow auprès des patrons. D'abord, la pyramide de Maslow, c'est facile à comprendre. C'est une première raison de succès, mais surtout, si on leur parle de pyramide des besoins, le patron se dit « satisfaire les besoins de mes collaborateurs, je dois bien en être capable ». Le jour où ils auront juste assez d'argent, ils arrêteront de me demander une augmentation, mais arrêtez de rêver. Le jour où le boulot sera assez intéressant, ils arrêteront de râler, arrêtez de rêver. On n'est pas des êtres de besoin, nous sommes des êtres de désir. Vos collaborateurs, comme vos clients, n'en auront jamais assez, ne seront jamais pleinement satisfaits. Le but du management, ça n'est ni la félicité, ni la satiété des salariés.
Le but du management, c'est que quand ils arrivent au boulot, ils savent que la joie est possible dans la journée au travail. C'est qu'ils ne se disent pas, bon, la joie redevient possible à 18 heures. Parce que ceux qui viennent bosser et qui s'emmerdent au boulot, attention, ils travaillent pour être heureux, eux aussi. Ah oui, parce qu'on est plus heureux en gagnant sa vie qu'en étant chômeur. Sauf que pour certains, ils travaillent tous pour être heureux, mais certains attendent pour commencer à être heureux la fin de la journée de travail, ou le week-end, ou les vacances. C'est quand même dommage. Oui. Alors que d'autres, qui travaillent aussi pour être heureux, mais ils savent que le bonheur est possible, y compris au boulot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au boulot, la joie est aussi possible. Alors, plus ou moins fréquente. C'est pour ça qu'on est plus ou moins heureux. Le bonheur, ce n'est pas un absolu. La joie, elle est possible, mais plus ou moins fréquente, plus ou moins vraisemblable. Et donc, une bonne partie du travail des managers, c'est de combattre le malheur, ou plutôt les conditions objectives du malheur, ce qui rend le malheur plus probable, y compris dans le monde de l'entreprise. Il ne faut pas noircir trop le tableau. Vous savez, il y a un sondage qui est paru dans La Croix il y a 2 ans, je crois. On demandait aux Français, en gros, êtes-vous content de partir bosser le matin? Bonne nouvelle, 76% des Français répondaient oui à cette question. Mauvaise nouvelle, seulement 36% des ouvriers répondaient oui à cette même question. Ben oui, il y a des boulots plus faciles à aimer que d'autres, mais je dirais que c'est justement ceux qui sont les plus difficiles à aimer qui ont besoin spécialement d'être managés. Je ne suis pas le gardien du temps, moi, donc je vous laisse juge. Hein. Moi, j'ai tout le temps, mais c'est vraiment à vous de voir. On se laisse porter par vos paroles. Une autre question? Oui. Monsieur Gattier, du plan bâtiment durable. Je vous présente, hein, vous ne l'avez pas fait, donc... Oui, bonjour. Alors, je me lance. Est-ce qu'il n'y a pas une approche du bonheur qui consiste à essayer de se libérer du désir? Le bonheur qui consiste à se libérer du désir, justement. À se libérer du désir. Qui est l'approche un peu de certaines sagesses orientales, par exemple. Oui, mais c'est en partie un contresens. Parce que je veux dire, si le désir est l'essence même de l'homme, un être sans désir, ce n'est plus un être humain. C'est une machine, un robot, un ange, tout ce que vous voudrez, mais ce n'est plus un être humain. Par ailleurs, le Bouddha, parce qu'en vérité, les pensées orientales, en l'occurrence, c'est surtout au bouddhisme qu'on pense, s'agissant de ce qu'on appelle souvent l'éradication du désir. Bonjour le programme. À côté, même l'écologie la plus punitive, c'est léger. Il n'y a qu'à se les couper directement. Bon. Excusez-moi. C'est un contresens partiel. Alors, il est vrai que le Bouddha nous dit dans le sermon de Bénarès, première vérité sainte, toute vie est souffrance. Deuxième vérité sainte, les causes de la souffrance, c'est quoi? C'est le désir. Nous y voilà. Sauf que le mot, aussi bien en sanskrit qu'en pali, qui sont les 2 langues dans lesquelles on trouve les textes bouddhistes les plus anciens, qu'on traduit par désir, ça signifie littéralement la soif. La soif. La soif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le manque, évidemment. Et donc, le Bouddha ne vous dit pas « soyez impuissant ». Oui. Le Bouddha ne vous dit pas surtout aucune joie, surtout ne mangez jamais de bon appétit. Il vous dit « ne souffre pas de la frustration ». Ne souffre pas de la faim. Vous allez me dire, c'est facile à dire. Oui, mais pour ce qui est de la faim, c'est assez facile à faire. Oui. Et même pour ce qui est de la frustration sexuelle, c'est encore plus facile. Oui. On n'a pas toujours de quoi manger. On a toujours de quoi faire disparaître la tension sexuelle, comme dirait Freud. Ce que disait Diderot, quand la nature, par des signes explicites, nous demande son aide, il est légitime de lui prêter la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sagesse du Bouddha, ce n'est pas l'éradication de la puissance d'exister et d'agir. C'est la définition que donne Spinoza du conatus, c'est-à-dire au fond du désir. Comment le bouddhisme aurait-il pu bâtir les immenses civilisations que l'on sait si on avait interdit cette puissance d'exister et d'agir? Si on avait interdit de manger de bon appétit, de faire l'amour avec talent, avec générosité, joyeusement, avec plaisir? Non, non, le Bouddha vous dit « désire un peu moins ce que tu n'as pas ». Et donc, quand tu n'as pas de partenaire sexuel, c'est absurde de souffrir de ne pas en avoir. Débrouille-toi autrement. Plutôt que de désirer l'argent que tu n'as pas, le palais que tu n'as pas, la voiture que tu n'as pas, désire. Alors on dit souvent le bonheur, c'est pas avoir ce qu'on désire, c'est désirer ce qu'on a. Oui, c'est déjà mieux.
Mais tout ce que vous avez, vous pouvez le perdre. Le bonheur, ce n'est pas désirer ce qu'on a, c'est désirer ce qui est et ce qu'on fait. Ça, personne ne vous le prendra. Et donc le Bouddha vous dit, c'était déjà la leçon des stoïciens en Occident, ne désire pas autre chose que ce qui est ou que ce que tu fais. Désirer ce qui est. Alors d'abord, désirer ce qui n'est pas, c'est ce qu'on appelle l'espoir. Vous savez, le désir est l'essence, on va peut-être s'arrêter là-dessus, mais juste 2 minutes. Le désir est l'essence même de l'homme, mais en vérité, il y a 3 occurrences principales du désir. Pour simplifier quelque peu, qui sont d'une part l'espoir, d'autre part la volonté, enfin l'amour. Dans les 3 cas, il y a désir, mais ce n'est pas le même désir. Quelle différence y a-t-il d'abord entre l'espoir et la volonté? La différence est la suivante. C'est que l'espoir, c'est un désir qui porte sur ce qui ne dépend pas de nous. Par différence avec la volonté, qui est un désir qui porte sur ce qui dépend de nous. Vous ne pouvez pas vouloir qu'il fasse beau le week-end prochain. Un gamin peut dire, j'ai un match de foot, je veux qu'il fasse beau. Vous ferez lui, non, tu ne peux pas le vouloir. Tu l'espères, ça ne dépend pas de toi. En revanche, il ne sert à rien d'espérer prendre un parapluie. Ça dépend de toi. Ce n'est pas un objet d'espérance, c'est un objet de volonté. Et vous comprenez que pour ce qui est de vos collaborateurs, le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, c'est de leur permettre de désirer ce qui dépend d'eux, parce qu'il y a beaucoup plus de bonheur possible quand on désire ce qui dépend de nous, parce que dès lors, on le fait. Et donc, le désir est satisfait dans l'instant. Plutôt que d'enfermer vos collaborateurs dans l'espoir et la crainte, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à désirer quelque chose qui ne dépend pas d'eux, par exemple parce que ça dépend du patron ou du management. Si vous les enfermez dans l'espoir et la crainte, comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Si vous espérez rester en bonne santé, vous avez peur de tomber malade. Il n'y a pas d'autre solution. Les deux vont ensemble. Si vous managez à l'espoir et la crainte, vous infantilisez vos collaborateurs. Parce que le très jeune enfant, le bébé, il ne peut rien vouloir, puisque rien ne dépend de lui. Il ne peut qu'espérer et craindre, pourvu que maman ne s'en aille pas, pourvu que maman revienne. Si vous managez à l'espoir et à la crainte, c'est-à-dire à la carotte et au bâton, vous infantilisez vos collaborateurs. Si vous leur faites ce beau cadeau de leur permettre de vouloir, c'est-à-dire désirer ce qui dépend d'eux, donc le faire, donc agir, vous les aidez à grandir. Et c'est quand même plus satisfaisant pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle maintenant l'empowerment. Mais pour une fois, le mot anglais est plus parlant que le mot français, qui est très lourd. Responsabilisation, autonomisation. Parce que empowerment, ça veut dire qu'on donne du pouvoir à quelqu'un. Ça suppose qu'on accepte d'en perdre un peu soi-même, au moins provisoirement. Ce qu'on appelle aussi la délégation en quelque chose. Quelle différence maintenant y a-t-il entre l'espoir et l'amour? Dans les deux cas, il y a désir, mais ce n'est pas le même désir. L'espoir, c'est un désir qui porte sur ce qui n'est pas. Par différence avec l'amour, qui est un désir qui porte sur ce qui est. Et vous comprenez là encore qu'il y a bien plus de bonheur pour vos collaborateurs à désirer ce qui est, c'est-à-dire à aimer. Donc à se réjouir, plutôt qu'à désirer ce qui n'est pas, c'est-à-dire à espérer ou à craindre. Désirer ce qui est, c'est-à-dire d'abord désirer leur travail, leur métier. Attention, je ne l'ai pas dit, on n'a jamais le temps de tout dire, mais le bon manager, ce n'est pas celui qui aime beaucoup ses collaborateurs. Ce n'est pas celui qui est adoré de ses collaborateurs. De même que le bon prof, ce n'est pas celui qui aime beaucoup les enfants ou les adolescents. Ou ce n'est pas celui que ses élèves adorent. Vous savez la différence qu'il y a entre un pédagogue et un pédophile? La différence, c'est que le pédophile, lui, il aime vraiment les enfants. C'est une boutade, bien sûr, mais qui dit que c'est important. C'est que le bon pédagogue, ce n'est pas celui qui aime les enfants. C'est celui qui aime enseigner et surtout qui arrive à faire que les élèves aiment la discipline qu'il enseigne. Le bon prof de philo, ce n'est pas celui qui aime les adolescents, c'est celui dont les élèves aiment la philosophie. Le bon prof de maths, ce n'est pas celui qui aime ses élèves ou qui les aime, c'est celui dont les élèves aiment les mathématiques. Le bon manager, ce n'est pas celui qui est aimé de ses collaborateurs ou qui les aime, c'est celui dont les collaborateurs aiment leur métier, c'est-à-dire, encore une fois, se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Alors, comprenez-moi bien. Le type qui ne supporte pas les enfants, il ne faut pas qu'il soit instituteur. Si vous ne supportez pas les gens, arrêtez d'être manager. Si tous vos collaborateurs vous détestent, il y a clairement un gros problème de management. Il ne faut pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais s'ils vous aiment tous,
ça ne garantit rien. Moi, j'ai vu des profs, notamment de philo, parce que c'est plus facile de séduire en faisant un cours de philo qu'un cours de maths ou de grammaire, si vous voulez, adulés de leurs élèves, qui étaient, à mon sens, de très mauvais profs de philo. Méfiez-vous de ce que j'appelle le narcissisme managérial. Je vous le dis amicalement, parce que je suis tombé moi-même, quand j'étais jeune prof, dans ce que j'appelle le narcissisme pédagogique. C'est quoi le narcissisme pédagogique? C'est un enseignant qui met son éventuel talent pédagogique au service de son ego. C'est quoi le narcissisme managérial? C'est un manager qui met son éventuel talent managérial, son éventuel charisme au service de son ego. Ce n'est pas votre métier, ce n'est pas pour ça qu'on vous paye. On ne vous paye pas pour être aimé. On ne vous paye même pas pour aimer. Encore une fois, si vous le détestez tous, changez de métier, mais ce n'est pas le but. On vous paye pour que vos collaborateurs aiment leur métier. Soient contents de le faire dans cette entreprise-là, parce que c'est la seule façon de garder les meilleurs. Or, à quoi est-ce qu'on reconnaît les meilleurs? Pour répondre à une question que vous n'avez pas posée, ce n'est pas de peau pour vous. On reconnaît les meilleurs au fait que c'est ceux qui peuvent s'en aller. Parce qu'ils sont bons, ils auraient le choix, ils trouveraient ailleurs. Peut-être même que tel de vos concurrents essaye de les débaucher, sans que vous le sachiez. Ce n'est pas de chance pour vous, votre boulot c'est de les garder, pas de peau, c'est justement ceux qui peuvent s'en aller. À quoi est-ce qu'on reconnaît les moins bons de vos collaborateurs? On reconnaît les moins bons de vos collaborateurs au fait que c'est ceux dont vous préféreriez vous débarrasser et dont vous savez bien que pour cette raison même, ils resteront chez vous aussi longtemps qu'ils pourront. Et donc l'enjeu de garder les meilleurs est un enjeu décisif. Et pour ça, il faut encore une fois qu'ils soient heureux de travailler chez vous. 2 mots en conclusion, j'en ai fini. 1, n'oubliez pas d'être heureux, vous-même. Dans votre vie privée, ça va de soi, mais ça ne me regarde pas. Mais je veux dire, n'oubliez pas d'être heureux au boulot. Parce que s'il y a un domaine où je crois vraiment en la vertu d'exemplarité, c'est bien celui-ci. Vous comprenez bien qu'il est plus facile pour vos collaborateurs d'être contents de venir bosser chez vous si le patron ou le manager donne lui-même le sentiment qu'il est content d'être là, de faire ce métier-là avec ces gens-là. Plutôt que si le salarié arrive dans une boîte où le patron tire la gueule toute la journée et donne le sentiment qu'il préférerait faire un autre métier ou le faire dans une autre entreprise ou le faire avec d'autres gens. Bref, quand on est manager, le bonheur professionnel fait partie des qualités professionnelles. Un dernier mot, il me reste à vous souhaiter un peu par anticipation, non pas une bonne fin, vous l'avez compris, mais un excellent appétit. Merci à tous.